Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mardi 15 mars. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Le comité de défense des usagers de l'eau se réveille. Ses membres ont empêché ce matin à Capesterre-Belle-Eau l'ouverture de l'agence de la CASBT. Leur cible, Lucette Michaud-Chevry. Depuis hier, Terre de Haut dispose de 2 engins destinés à ramasser les sargasses. La commune peut dire merci à l'État et la région. Plusieurs pays des Caraïbes s'apprêtent à effectuer un exercice d'alerte au tsunami. La Guadeloupe est partie prenante de cette opération internationale de sécurité civile. Le journal Aurélie Ronze. Et nous recevrons dans la deuxième partie de notre journal François Médori, qui est entre autres vice-champion du monde de Carugette 2015. La Carugette, on le rappelle, qui démarre dans 2 jours sur la plage de Viard à Petit-Bourg. Mais avant, revenons sur ce blocage très tôt ce matin à Capesterre-Belle-Eau. Le comité de défense des usagers de l'eau de la Guadeloupe a bloqué l'agence de la CASBT. Il dénonce le nouveau mode de facturation envoyé à la population. Selon le comité, il ne repose sur aucune base légale. Jacques Damprobe était sur place. Le comité de défense des usagers de l'eau est sorti brutalement de son sommeil. Au saut du lit, ses adhérents ont carrément bloqué l'agence capestérienne de la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre. Le chef de file des clients révoltés sonne la charge. Déjà, moun pani de l'eau en robinet le plus souvent et que la CSBT qu'a voyé en la personne de la présidente qu'a voyé facti ba moun et qu'a menacé yo, c'est des menaces que si on pas payé dans les 15 jours, qu'il est coupé de là ou qu'il réduit. Nous avons dit attention, que nous avons répondu textuellement ça la loi Brot qu'a dit, et nous avons dit que si vous avez oublié, mettez tête bien, parce que nous péquons pour ça. Parce que de toute manière, le Conseil constitutionnel consolide la loi Brot pour non coupure et pour non baisse de pression de l'eau. À Casamou. D'ailleurs, il peut faire ça techniquement en Guadeloupe, il n'y a pas ni les moyens de faire ça. À travers cette action, c'est un véritable bras de fer qui s'est engagé avec la CASBT. La cible du comité est clairement identifiée. Depuis 2013, c'est Basse-Terre qui a occupé de l'eau à Capesterre, mais pas monde pour recevoir pont courrier, pas monde pour recevoir pont lettre qui a dit qu'il faut signer un contrat avec la CASBT. Et notamment, les usagers qui recevoir des factures jaunes là, qui ni 11 €, ça qui ni 20 €, ça qui ni 300 €, ça qui ni 800 €, ça qui ni 1000 €. C'est quasiment impossible de comprendre à ce qui moyen et pas comment ils fait pour facturer ces gens ça, parce que lorsque nous savons qu'on a plus de 4000 personnes qui comptaient à eux non-voyants. Alors nous voulons dire nous, on l'a pensé relever toxique là ça, que pour eux facturer mon job là, et pour voir l'argent pour payer. Et mon Capesterre payer déficit à Basse-Terre, Baman Michaud-Chevry, qui est plus de 7 millions ou 8 millions d'euros. Mon Capesterre qui paye de l'eau à partir de 2016, quand comptait à tout le monde qui ni en mise en conformité qui est faite. Et à partir de là, nous que discuter de la situation. Et ça, nous avons dit là qu'il faut mettre au cisé, puisque Manchevry même dit sur les zones, pas ni bien longtemps, que canalisation là pour il vétuste, il répétait plusieurs fois sur les zones en Guadeloupe, qu'il y a pesticides dans l'eau là et que canalisation là en amiante ciment. Alors il y a nous quoi? On facture pour nous payer poison, on facture pour nous payer kibitin. Les membres du comité réclament l'annulation pure et simple de toutes les factures. Pour justifier de leur demande, ils brandissent une double facture. Même client là, quand on reçoit 2 factures, en facture qui n'a pas consommé rien de l'eau, il aura fait payer 20,53 €. Et en d'autres factures, il y aura dit 108 mètres cubes d'eau, il aura fait payer 482 €. Et le client n'a pas ni compté à Kazaï. Alors c'est là que nous avons trouvé qu'il y a un problème à Capesterre, un problème à Doula. Et voyons facture, bon, ça fait certain, c'est comme ça, il y a qui signe. Mais quand vous voyez les impacts, et section Brest, et c'est toujours 55 000 francs. Or, moi, c'est un seul au bâtiment qui n'est. Et comment vous voyez des factures, moi. Et pourtant, moi, personnellement, après, on vérifie vraiment à pas ni compter. Après Capesterre-Belle-Eau, le comité de défense des usagers de l'eau annonce d'autres actions. La coupe semble pleine. En Guadeloupe, si les élus n'y prennent garde, la guerre de l'eau aura bien lieu.
En bref, le président du conseil régional, Harry Chalus, est candidat pour la présidence de Guadeloupe-Port-Caraïbes. Il a déposé sa candidature hier. Harry Chalus, qui, on le rappelle, a été membre du conseil d'administration de 2005 à 2012. Dans un communiqué, il estime que la candidature de la région Guadeloupe à la tête du grand port maritime est légitime et cohérente. La région et l'État qui ont par ailleurs financé 2 machines permettant de ramasser les algues sargasses à terre de haut. C'est une entreprise guadeloupéenne qui a obtenu le marché. Elle a accompagné la livraison des engins d'une formation pour les agents de Brigade Verte. Démonstration ce matin sur la plage de Pompierre à terre de haut en présence de la caméra de Muriel Barlagne. On l'appelle le dumper. Il est équipé d'un bac qui se lève et qui peut tourner sur lui-même. Il sert à transporter des sargasses ramassées par les agents de la Brigade Verte de terre de haut. Lui, c'est un tracteur agricole un peu particulier. Il est modulable. On peut y intégrer de nouveaux éléments à l'avant et à l'arrière, râteau pour rassembler les sargasses, chargeur avec griffe pour les ramasser, mais aussi un godet et une remorque. Ces 2 machines flambant neuves ont été livrées lundi. C'est le résultat d'un marché passé fin décembre 2015 par la mairie de terre de haut et obtenu par la Sodimat, une entreprise de Jarry. Ce projet s'est mis en place avec les services de l'État suite aux invasions de sargasses que nous avons à déplorer depuis un certain nombre de mois, voire un certain nombre d'années. Donc voilà, avec les services de l'État et de la région. Donc nous avons pu acquérir ce matériel qui a quand même coûté 155 000 euros. 155 000 euros où la région et l'État se sont partagés ce financement. L'entreprise retenue pour ce marché a accompagné la livraison des engins d'une formation pour les agents de la Brigade Verte. Ils sont 6 affectés à la plage de Pompierre. Rémunérés par la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre, ils travaillent tous les jours depuis près d'1 an. Jusque-là, ils utilisaient le beach plage, une machine qui passe les algues au tamis avant de les stocker dans une benne pour récupérer le sable. Une solution idéale mais insuffisante. Des fois, la première machine qu'on avait nous abandonnait, il y avait quelques petites pannes. Mais franchement, quand on l'a, ça nous donne un bon coup de main et puis on nettoie la plage le plus vite possible, quoi. Déjà, on est beaucoup plus efficace, ça va plus vite. Ça aide énormément les agents parce que c'est vrai que tous les jours, venir nettoyer une plage et la laisser propre et le lendemain la retrouver avec autant de sargasses, psychologiquement, ça marque. Et donc, ce que j'attends de ce matériel, c'est que Pompierre et les autres plages de terre de haut, parce que nous recevons énormément de touristes, redeviennent une plaque tournante comme elle a toujours été. Ces 2 nouveaux véhicules serviront à nettoyer les 12 plages de l'île. Pour celle de Pompierre, la municipalité pense investir dans une cribleuse supplémentaire. Il reste à résoudre l'épineuse question du stockage et de la valorisation de ces algues. Pour l'instant, elles sont déposées sur place, mais les gaz produits par leur décomposition seraient en train de détruire les arbres. Un mot de l'actualité judiciaire, l'affaire Jocelyn Leborgne est terminée alors que le procès du secrétaire général de la section commerce de l'UGTG devait se tenir ce matin devant la cour d'appel de Basse-Terre. Le ministère public a décidé de ne plus donner suite. En première instance, le syndicaliste avait été relaxé. Les faits remontent en 2008. Jocelyn Leborgne est accusé d'avoir écrit sur un mur du stade de Sainte-Anne « Votez UGTG aux élections prud'homales ». Il était poursuivi pour avoir refusé de subir un test ADN. Et c'est dans ce contexte que doit se tenir demain à la Cité des métiers du Rézé une conférence sur les libertés syndicales, une manifestation organisée par l'UGTG et qui verra la participation de syndicalistes de la Caraïbe, notamment d'Haïti, du Suriname, de Sainte-Lucie ou encore de la Dominique.
Caribe Wave, c'est le nom de l'exercice grandeur nature sur le risque de tsunami qui se déroulera ce jeudi en Guadeloupe. Une opération coordonnée par les services de l'État pour se préparer à une submersion marine. Et comme chaque année depuis 2009, ce test international de sécurité civile verra la participation de nombreux pays de notre région. On en parlera d'ailleurs dans quelques instants dans nos Minutes Caraïbes. Mais avant, on va s'intéresser au voyage du président américain Barack Obama à Cuba. Ce sera à partir de lundi prochain, 2 jours de visite avec sa femme Michelle, où ils assisteront notamment à un match de baseball ou encore rencontreront Raúl Castro. Voici notre Minute Caraïbes. C'est la visite de l'année. Entre lundi et mardi prochain, Barack Obama va se rendre à Cuba. Il sera le premier président états-unien en fonction à fouler le sol cubain depuis 1928. C'est donc un voyage à la fois symbolique et historique. On s'attend d'ailleurs à un accueil des plus chaleureux des Cubains. Les 2 jours de visite de Michelle et Barack Obama sont millimétrés. Ils assisteront à un match de baseball, un sport typiquement nord-américain, mais très populaire à Cuba. Ils verront Raúl Castro, mais pas Fidel, qui symbolise le conflit ouvert avec les États-Unis. Raúl le frère, c'est l'homme qui incarne l'ouverture jusqu'à son départ programmé pour 2018. Mais la question qui fâche est surtout de savoir si Barack Obama rencontrera des dissidents au régime cubain. Une chose est sûre, ce voyage devra accélérer les changements à Cuba et donner une dimension de poids à Obama avant qu'il ne quitte la Maison-Blanche l'an prochain. Exercice d'alerte au tsunami dans la Caraïbe ce jeudi. Objectif, identifier les faiblesses éventuelles des alertes au tsunami dans la région. Créé il y a 11 ans par la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, l'exercice en question doit permettre de tester un double scénario incluant un important tremblement de terre au large de la côte du Venezuela et un autre au large de la côte nord de la République dominicaine. Des messages fictifs seront envoyés par le Pacific Tsunami Warning Center. Dans la foulée, chaque pays de la Caraïbe pourra choisir d'avertir sa population par des sirènes ou des haut-parleurs. Près de 70 000 personnes sont impliquées dans cet exercice grandeur nature allant du Venezuela à la Floride. Au cours des 500 dernières années, 75 tsunamis ont eu lieu dans la Caraïbe, qu'ils résultent de tremblements de terre, de glissements de terrain ou d'activités volcaniques. Les tsunamis ont fait plus de 3500 victimes dans la région depuis le milieu du 19e siècle. À l'occasion de la 23e édition des World Travel Awards, Saint-Martin a été nominé dans la catégorie Première destination de la Caraïbe, meilleure destination pour les lunes de miel et destination la plus romantique de la Caraïbe. Les World Travel Awards ont été créés il y a maintenant 23 ans dans le but de récompenser l'excellence dans l'industrie du voyage, de l'hôtellerie et du tourisme dans le monde. Les World Travel Awards sont un gage de qualité mondialement reconnu. Les lauréats deviennent un point de référence pour l'industrie touristique. Si vous souhaitez voter pour Saint-Martin, vous pouvez cliquer sur le lien worldtravelawards.com. Les votes sont ouverts jusqu'au 31 juillet prochain. Les résultats seront proclamés le 17 septembre lors de la cérémonie annuelle des World Travel Awards pour la région Caraïbe, une cérémonie qui se déroulera au Sandals Ochi Beach Resort en Jamaïque. Retour en Guadeloupe, on va ouvrir notre page des sports avec tout d'abord du football ce soir. Le CSM affronte l'USBM à Petit Canal. C'est dans le cadre d'un match en retard de la 17e journée de DH. Le Red Star de Pointe-à-Pitre de son côté reçoit la Gauloise de Basse-Terre à Bémao. Également un match en retard comptant pour la 17e journée. Coup d'envoi de ces rencontres à 20h30. Parlons à présent de sport mécanique, J-2 avant le coup d'envoi de la 19e édition de la Carugette. Cette année, 80 concurrents sont attendus, 8 nationalités sont représentées. Et on retrouvera notamment sur la ligne de départ François Médory. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous n'avez pas encore 30 ans et vous êtes déjà champion du monde UEM de vitesse 2012, champion de France, vice-champion du monde Carugette 2015. C'est la 8e fois que vous allez participer donc à la Carugette. Votre objectif pour cette édition ? L'objectif c'est toujours de venir pour gagner. C'est quand même une course très difficile, donc on va voir comment ça se passe cette année. On a une bonne machine, une bonne préparation, on espère faire le meilleur résultat possible. Qu'est-ce qui a pêché les autres fois ? Toujours des petits soucis mécaniques qui nous ont empêchés de gagner cette course, un brin de réussite à chaque fois.
L'année dernière, ça s'est joué à très peu, et cette année, on espère qu'on n'aura aucun souci et essayer de se retrouver sur la plus haute marche du podium. Alors vous dites justement que c'est une course difficile. Pourquoi on la qualifie de course, je crois, la plus difficile au monde? Alors, tout d'abord, c'est surtout une course très difficile par rapport aux conditions de navigation que vous avez en Guadeloupe. La mer bouge tout le temps beaucoup et les machines sont vraiment soumises à rude épreuve. Et ainsi que les pilotes, il faut avoir une condition physique exemplaire pour pouvoir enchaîner les manches jour après jour à un très, très bon rythme. Donc c'est surtout pour ça qu'on définit cette course comme la plus difficile au monde. Alors on rappelle que la Carugette, c'est une course d'endurance, hein, c'est bien ça? C'est ça, c'est une course d'endurance avec plusieurs étapes. La plus longue doit faire à peu près 100 km. Ça fait à peu près 1 heure et demie de navigation en fonction des conditions. Donc c'est quand même un effort qui est vraiment très violent sur cette période. Alors cette année, il y a également 3 catégories. Vous faites partie de la catégorie Open, il y a aussi la catégorie amateur et atmosphérique, c'est la nouvelle catégorie. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer la différence? Alors en fait, la catégorie Open, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut sur la machine. On peut préparer, avoir le plus de chevaux possible. On peut fabriquer même notre coque si on veut. Et c'est des jets qui sont les plus rapides, environ 120-130 km/h. Ensuite, il y a la catégorie amateur, c'est plus pour les pilotes qui naviguent assez souvent, mais qui ont un niveau peut-être un petit peu inférieur aux pilotes pro qui courent en open. Et ensuite, depuis cette année, c'est la catégorie atmosphérique, c'est la nouveauté. En fait, c'est plus des anciens jets d'il y a 10 ans. Une technologie d'il y a 10 ans, où il n'y avait pas de turbo ni de compresseur sur les jet skis, et qui revient à la mode parce que c'est quand même un coût beaucoup moins important que les autres jets. Et c'est pour ça que ça va emmener du monde sur cette course. Et surtout, il y a des grands pilotes qui reviennent pour faire cette course en atmosphérique, des anciens champions d'il y a une dizaine d'années, quoi. Alors justement, est-ce qu'il y a un ou plusieurs concurrents qui vous font peur? Non, il n'y a personne qui me fait peur. Après, bon, il y a toujours, je pense que dans ma catégorie, il y a environ 7-8 pilotes qui peuvent gagner, donc bon, on ne va pas tous les citer. Alors on dit que vous êtes favori pourtant. Ouais, je sais pas, l'année dernière j'ai fini second, mais tous les ans on repart à zéro, donc c'est pas comme si on restait sur la deuxième place de l'année dernière. C'est sûr qu'on va essayer d'être parmi les premiers, mais bon, on peut pas dire qu'on est le favori sur une course comme la Carugette. Tout le monde, enfin au moins 7-8 pilotes sont susceptibles de gagner cette course, quoi. Alors qu'est-ce que vous redoutez le plus? La casse moteur, un problème physique? C'est quoi que vous redoutez le plus? Voilà, le plus ce qui arrive le plus, enfin ce qui m'arrivait le plus souvent, c'est plutôt des petits problèmes mécaniques, donc c'est surtout ça, la panne, mais bon, j'essaye de pas y penser et de faire ma course. Cette année, il y a aussi beaucoup de navigation, on va à Marie-Galante, on redescend sur Sainte-Anne, c'est quand même assez compliqué. On verra, il ne faudra pas faire d'erreur, ni en navigation, ni sur le plan physique, ni sur le plan mécanique. Il faudra que tout soit mis bout à bout pour gagner cette course. Alors demain, c'est la dernière journée, j'ai envie de dire, avant les choses sérieuses. Vous allez faire quoi? Vous allez vous reposer? Vous allez faire quoi? Demain matin, je vais aller à la pêche. Donc voilà, et après, l'après-midi, on va au contrôle technique. On va se détendre. Enfin, de toute façon, on n'est pas trop tendu. Ça sera à partir du moment où la course a commencé. À partir du samedi-dimanche, il y a un peu plus de tension parce que c'est là que le résultat va se jouer. Donc les 2 premiers jours, on va essayer d'être le plus détendu possible pour faire les meilleurs résultats possibles sur ces manches. Merci en tout cas François Médori d'avoir accepté notre invitation. Alors juste une question avant de vous laisser, est-ce que vous seriez prêt vous à traverser l'Atlantique en jet ski? Oula non, je pense pas parce que j'ai pas envie de rester au milieu, mais bon après avec une grosse assistance on peut le faire, mais il faudrait vraiment de gros moyens avec beaucoup de bateaux qui nous suivent, quoi. Alors je vous pose cette question puisque l'équipage Grande Expédition a effectué justement la traversée entre les îles Canaries et la Guadeloupe dans le cadre de la course Ram Océan, une traversée effectuée en 48 jours et 22 heures et l'arrivée s'est faite donc ce matin, c'était vers 8 heures à Lens-Tabarin au Gosier et la caméra d'Anne-Elisabeth Artsen était présente. 4 bateaux au départ, 3 Anglais, un Français et un seul équipage à l'arrivée. Celui des Français sur lequel a pris place Patrick Fabre. C'est exceptionnel. Là on est parti donc des Canaries, de Puerto de Mogán, Grande Canaria. On est arrivé en Guadeloupe 48 jours plus tard. C'est ma 5e traversée, mais c'est toujours une aventure exceptionnelle. Beaucoup de vent au début. Beaucoup de calme à la fin, une situation un petit peu particulière ici en Guadeloupe avec un front froid qui nous a ralenti fortement.
Mais néanmoins, on apprend beaucoup de choses. Et c'est ce qui est intéressant dans ces traversées, c'est d'apprendre sur soi-même. Et puis cette fois-ci, c'était en équipage avec, donc on était 6, 3 personnes qui rament, 3 qui se reposent en permanence. Sur 2 mètres carrés à 6, c'est éprouvant, mais on progresse. On a l'impression de fonder quelque chose, de faire quelque chose de constructif. Et c'est pour ça que je recommence encore et toujours de nouvelles traversées. Malgré les conditions difficiles, le skipper pense tout de même retenter l'expérience. Il y a eu 2 chavirages et puis malheureusement un Anglais qui est tombé du bateau anglais pendant la traversée à 15 jours à peu près du départ. Donc moi qui suis skipper de bateau, qui prépare des équipages, ça me fait quand même réfléchir sur ça. Donc la prochaine traversée sera peut-être un équipage plus réduit ou pas parce que j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Ça faisait 25 ans qu'un équipage français de plus de 4 n'avait pas traversé l'Atlantique. Donc voilà, on a renoué avec une histoire. L'équipage en a profité pour récolter des données sur la pollution plastique des océans. Premier bateau mixte français à réussir cette traversée de l'Atlantique. Grande expédition élargit ainsi l'horizon de la discipline. Et ça, c'est tout aussi historique. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Au programme, de belles éclaircies avec tout de même un risque d'averse, notamment dans la région pointoise. Les températures seront comprises dans la matinée entre 24 et 26 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rubrique sportive quotidienne Minute Sport, suivie du journal de TF1. Votre soirée sur Alizé, un téléfilm intitulé L'étincelle de l'amour. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.